C'est une question qui est à la fois très actuelle et je dirais en quelque sorte intemporelle, parce que c'était la question que se posaient déjà les philosophes grecs lorsqu'ils s'opposaient sur la question centrale de la vérité. Pour être très rapide, déjà Platon et les sophistes se disputaient à propos de l'universel. Platon défendant bien sûr l'existence d'un universel sous la forme du monde des idées, et les sophistes incarnant en quelque sorte une position relativiste qui contestait l'universel. Et depuis, ça n'a pas cessé. La philosophie s'est sans cesse penchée sur cette même question, et en fait, elle a été reprise maintes fois dans l'histoire de la philosophie pour arriver jusqu'à nous. Je vois juste deux étapes qui m'aideront. C'est toujours par rapport à ce que l'a été dans le passé. Après cette dispute entre Platon et les sophistes, il y a eu bien sûr ce qu'on a appelé au Moyen Âge la querelle des universaux. Ça consistait, pour être très rapide aussi, à se demander si les idées générales existaient pour elles-mêmes de manière autonome ou si elles n'étaient que des formes mentales, en quelque sorte des idéalités. Et encore une fois, on voit bien que l'existence de l'universel comme une forme d'être posait un problème majeur à la philosophie. Et une autre étape pour arriver jusqu'à nous est celle qui, au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, a fait de l'universel une pierre angulaire, puisque c'est là-dessus que les philosophes comme Kant, par exemple, se sont fondés pour affirmer qu'il existait quelque chose comme une nature humaine et qu'il était possible, grâce à cette nature humaine, de produire un accord universel entre les hommes et de viser des objectifs qui étaient à la hauteur de cette capacité pour l'homme de s'élever au-dessus de toute particularité. Et par conséquent, l'existence de l'universel est véritablement le fondement à la fois, on le voit, hein, de la possibilité d'un discours vrai, de la capacité de construire une logique autour de laquelle on puisse s'entendre avec les universaux, et enfin de construire quelque chose comme un accord politique et moral entre les hommes. Et par conséquent, si aujourd'hui on en vient à vouloir le contrer, je me demande en quel sens ces trois piliers de la pensée peuvent faire l'objet d'une sorte d'attaque en règle ou de réfutation, si contrer l'universel signifie bien tenter d'en réduire la portée ou d'essayer d'en diminuer en quelque sorte l'importance pour faire émerger ce que ces détracteurs pensent qu'ils mettaient dans l'ombre, ou en tout cas qu'il essayait de réduire. En effet, l'universel, pour important et pour fondateur qu'il soit, est effectivement quelque chose qui pourrait avoir aussi des effets secondaires, si j'ose dire. C'est-à-dire, par exemple, le fait d'effacer toute singularité, d'effacer toute différence particulière, de ne considérer que le cas général et par conséquent, en quelque sorte, de ne laisser émerger aucune singularité, aucune différence au sens fort du terme. Et dans ce cas-là, évidemment, si on veut tenter de penser à ce niveau-là, à la fois le réel et les problèmes qu'il nous pose, il se peut que contrer l'universel soit effectivement un but sur lequel on puisse converger, ou en tout cas tenter d'exercer les puissances de la pensée. Évidemment, la première réaction, elle est toute, je dirais, liée au statut logique de ces catégories, hein. Ce sont des catégories logiques, l'universalité, la particularité, la singularité, la généralité. Et ces catégories, il faudrait les définir et les penser dans leur précision parce que ce sont des faux synonymes, en fait, hein. Le singulier n'est pas le particulier, l'universel n'est pas le général, et il faudrait s'entendre
sur la signification exacte de ces choses. Mais en revanche, ce que m'évoque la référence à ce célèbre syllogisme, qui se présente chez Aristote sous une forme un peu différente, puisqu'il met la proposition générale au début, l'universel. Hein. Tous les hommes sont mortels, pour ensuite tenter de rejoindre le particulier par le fameux moyen terme. Hein. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc Socrate est un homme, c'est le moyen terme. Ce que ça m'évoque, c'est que pour penser la particularité de Socrate, c'est-à-dire sa mortalité, eh bien, Aristote ne fait rien d'autre que de le rattacher à une catégorie universelle. Et par conséquent, ce qu'il pense de Socrate est en fait, encore une fois, une propriété universelle que possèdent certains êtres particuliers. Et on se demande dans quel sens cela nous permet de penser la singularité de Socrate. Au fond, Socrate est un homme qui, comme tous les hommes, est mortel du fait qu'il est un homme. Alors, est-ce qu'on pense la singularité de Socrate à travers cette manière de rejoindre le particulier à travers le moyen terme en l'articulant avec l'universel? Je ne le crois pas. Ça veut dire que même si on tente de penser l'individuel, ou en tout cas l'une de ses propriétés, peut-être que la pensée qui se fonde sur l'universel échoue quelque peu à le faire. Et par conséquent, il est possible que toute cette logique aristotélicienne, qui au fond fonde notre logique à nous, signe une sorte d'échec global à cerner l'individualité des choses. Et donc, en ce sens-là, effectivement, il s'agit de la repenser et de l'approcher autrement. En un sens, nous n'avons pas d'autres outils. Alors, si ce n'est en mobilisant des catégories logiques, en les articulant entre elles par des raisonnements, quelles sont les autres voies qui nous permettront d'arriver à la singularité? Alors, on voit bien que c'est bien ce qu'a cherché la pensée contemporaine. Hein. Cette logique aristotélicienne a été effectivement prise à partie dans les pensées de la différence dans les années 70 et jusqu'à nous. Mais, en ce sens, je pense qu'on n'a pas encore totalement trouvé le moyen de faire exister le singulier et le particulier autrement qu'en l'articulant à des catégories universelles. Et par conséquent, ça reste un problème ouvert.